Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un nouvel épisode de Démo sur Démo. Et aujourd'hui, je reçois Sofiane Salut à tous. qui vient aujourd'hui nous parler donc de sa maladie chronique qui est le... Diabète de type 1. Voilà, on en reviendra après parce qu'il y a plusieurs types de diabète. Alors déjà, si tu peux nous expliquer voilà, comment tu l'as appris, quand est-ce que ça s'est passé, Alors c'était il y a très longtemps, en 1986, au CHUV, 86. 86 pour nos amis français, au CHUV à Lausanne, donc le centre universitaire, centre hospitalier universitaire vaudois. J'avais les symptômes classiques d'un néodiabète, donc d'un diabète naissant qui était soif extrême, urinait beaucoup, une perte de poids aussi. Ça, c'est valable pour tous les diabétiques de type 1. Les premiers symptômes, c'est toujours ça À ou... ma connaissance, oui, c'est les mêmes en fait quand on est en grande hyperglycémie, en Ok. acidocétose, peut-être qu'on en parlera après de l'acidocétose, donc avec mal au ventre, vomissement, forcément je suis parti aux urgences, où ils ont fait toute une batterie de tests, prise de sang, et avant d'avoir tous les résultats, ils ont dit qu'en fait il y avait rien, que c'était sans doute une gastro, donc on allait partir. Et juste avant de sortir de l'établissement, un infirmier vient en courant, il nous dit non, finalement on a trouvé quelque chose. Et c'est là qu'ils ont annoncé que c'était le diabète. Donc j'avais 6 ans, forcément ça me parlait Ouais. pas beaucoup à cet âge-là. Et puis rester hospitalisé presque un mois pour tout apprendre, les injections, les glycémies, tout ça. Ouais, bah, c'est pas inné tout ça, du coup, tu as dû Ah non, réapprendre à vivre. Alors, entre guillemets, tu l'as eu assez jeune, donc je sais pas si tu as vraiment un souvenir de tout ça, mais je me mets à la place de quelqu'un qui viendrait T1, donc diabétique de type 1, à par exemple mon âge, ce qui peut arriver. Ça doit être hyper ouais, difficile c'est un de switcher. bouleversement là, ouais. Ouais, c'est comme je dis toujours, j'ai eu l'avantage entre guillemets de l'avoir eu très jeune. Ouais. Du coup, j'ai entre guillemets toujours vécu avec, quoi. J'ai vécu 5 ans et demi de ma vie sans diabète. Après, j'ai toujours vécu avec, donc c'est quelque chose entre guillemets d'inné pour moi. Mais comme tu dis, quelqu'un, je crois que c'est jusqu'à peu près jusqu'à 40 ans, on peut encore être diagnostiqué type 1. Bon, maintenant il y en a même des plus âgés qui Mhm. le sont, mais on va dire la théorie dit ça. Et c'est vrai que quelqu'un, mais même à 16 ans, même si tu as Ouais, 15-16 ans, diagnostic type 1, en c'est plus chaud, ouais. à cet âge-là où tout est difficile, c'est compliqué. Pas terrible, Mm. ouais. Et du coup, si tu peux m'expliquer la différence entre le type 1 et le type 2, qui sont les deux plus grands types connus. Alors, le type 1, donc celui que j'ai, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, comme son nom l'indique, c'est notre propre système immunitaire qui va aller attaquer notre propre corps. Il y a plein d'autres maladies auto-immunes, mais dans le cas du diabète, on a un organe qui s'appelle le pancréas. Cet organe fabrique plein d'hormones, entre autres l'insuline, qui elle permet, quand on mange en fait, d'utiliser à nos cellules d'utiliser le sucre qu'il y a dans ce qu'on mange. Et donc le système immunitaire va aller attaquer les cellules bêta, qu'il y en a plusieurs dans cet organe, c'est les cellules qui fabriquent l'insuline. Donc il va aller les attaquer, il va aller les détruire, et par conséquent il y en a plus, et du coup on n'a plus du tout d'insuline. Et on est obligé de se faire donc des injections plusieurs fois par jour, ou utiliser une pompe, comme c'est mon cas maintenant, une pompe à insuline pour nous donner cette insuline que notre corps a besoin Mhm. pour vivre. Donc il y a différents types de traitements. Il y a les injections classiques au stylo. Alors, il y en a encore qui utilisent encore quelques-uns les seringues, mais généralement oui c'est au stylo où on a là plusieurs injections par jour. Ouais. Généralement, on en a une à deux d'une insuline lente qui va, entre guillemets, être une base, couvrir une base juste pour vivre sans apport de sucre externe. Et après, à chaque repas ou en cas de hyperglycémie, quand le taux de sucre est trop élevé dans le sang, là, avoir des injections d'insuline rapide qui Mhm. sont point par point sur la journée. Mais j'ai rien que d'imaginer que de faire 2 fois la lente, plus 3 repas par jour, donc 3 fois la rapide, ça nous fait déjà 5 injections par Mhm. jour. L'avantage d'avoir une pompe qui, elle, va en même temps donner heure par heure des petites doses pour couvrir le besoin de base, et après au repas ou lors d'hyperglycémie, se faire ce qu'on appelle un bolus, donc une injection supplémentaire pour couvrir cet apport. Là, par exemple, la pompe que j'utilise moi, je la change une fois tous les 3 jours. Donc c'est Ouais. une piqûre tous les 3 jours. Après, j'utilise ma petite télécommande et c'est tout bon. Et voilà. Puis donc le type 2, qui est du coup pas une maladie auto-immune, qui est une maladie métabolique finalement.
Généralement, c'est des personnes âgées et en surpoids. Je dis généralement parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui attrapent un type 2, enfin qui développent un type 2 vu que ça s'attrape pas, ou même des personnes qui sont minces qui ont un type 2. Là, finalement, c'est deux facteurs. Le premier facteur, c'est le pancréas qui va devenir un peu, on va dire, feignant, qui va travailler de moins en moins bien, donc fabriquer moins d'insuline. Et le deuxième point, c'est en même temps le corps qui développe une résistance à l'insuline. Donc, combiner un pancréas qui fabrique moins d'insuline et en plus une résistance à l'insuline, du coup, bah, l'insuline ne fait plus son travail. Et là, les traitements, généralement, on commence par des traitements médicamenteux, donc pas de piqûres, c'est des médicaments, des comprimés, qui vont... Il y a deux différentes familles. Il y a ce qu'on appelle la metformine et les sulfinamides. L'un va justement stimuler le pancréas pour qu'il se mette à fabriquer plus d'insuline et l'autre va justement diminuer cette résistance à l'insuline. Donc généralement au début on commence par un traitement comme ça et malheureusement certaines personnes atteintes de type 2 sont obligées de passer aussi aux injections à l'insuline par piqûre parce que le comprimé ne suffit plus. Donc c'est là la différence entre les diabétiques insulino-requérants et insulino-dépendants. Car un type 1 comme moi, ma vie dépend de l'insuline. Dès le départ, j'étais obligé d'en avoir, je suis dépendant. Et les types 2 peuvent devenir insulino-requérants, donc requérir de l'insuline. Il y a aussi l'alimentation qui joue pour le type 2 aussi. Oui, ben, il y en a beaucoup justement qui arrivent à se stabiliser finalement en jouant sur l'alimentation, l'activité physique. Et ils arrivent à se stabiliser, il y en a même qui arrivent à se passer de médicaments. Je disais pour le développement de la maladie. Ah oui, alors ça bien sûr, bah, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ou peut-être que oui, je sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que justement, plus on va manger sucré, plus on va manger des aliments qui ont ce qu'on appelle un indice glycémique élevé, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire grimper le taux de sucre dans le sang très rapidement. Donc plus on va consommer de la malbouffe en fait finalement, plus le pancréas va être sollicité, plus il va y avoir des pics d'insuline et plus il va se fatiguer en fait. Alors on va peut-être expliquer l'index glycémique, ce que c'est. Alors l'exemple le plus simple qui me revient en tête, ce serait par exemple une orange, qui a un index glycémique, donc le fruit entier, qui est plutôt moyen. C'est quand même du fructose, donc je sais pas, j'ai pas les chiffres. Enfin, tout ça pour dire, voilà, c'est un index glycémique, on va dire, plutôt moyen. Mais par contre, si tu te fais un jus sans la pulpe, l'index glycémique sera plus élevé. Parce qu'il n'y a pas les fibres. Voilà. Et que si tu manges l'orange telle qu'elle, eh ben, ta glycémie va moins vite monter que si tu bois un jus sans la pulpe. C'est un peu... Bon, c'est très compliqué à expliquer. J'essaie encore de l'apprendre tout ça, mais en gros, pour te donner une vague idée de ce que ou une banane par exemple, une banane index glycémique assez élevé quand même, mais on va dire aussi moyenne. Mais si tu l'écrases en purée, là aussi ça va faire monter l'index glycémique, ça veut dire que le sucre va plus vite monter, plus facilement monter dans ton sang. Peut-être l'exemple des pommes de terre. Aussi des pommes de terre. Si tu vas manger une pomme de terre cuite simplement à l'eau, elle aura un indice glycémique plutôt bas. Tandis que si tu prends la même pomme de terre et que tu en fais des frites, le fait que la friture la caramélise un peu sur l'extérieur, le fait qu'il y ait du gras, va lui apporter un indice glycémique élevé. Il y a même aussi une différence où si tu as fait une salade de pommes de terre mais que tu la consommes le lendemain, il y a de nouveau une différence au niveau de l'index glycémique, donc c'est vrai que ça devient vite compliqué. Et puis justement, en parlant de la bouffe, toi en tant que diabétique, est-ce que c'est contraignant? Est-ce que au final ça ne te change rien? Alors là encore, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, tout le monde dit ouais, mais tu devrais pas manger ça, tu devrais pas manger ça. Alors là, parce que les gens ils confondent type 1 et type 2. C'est ça. Un type 2, justement, lui, va devoir faire attention à son alimentation parce que justement, comme on l'a dit, tout ce qui est résistance à l'insuline et tout ça fait, et s'il n'est pas sous insuline, justement, s'il est sous comprimé, il est censé manger relativement équilibré, des repas, on va dire, assez cadrés et tout ça. Un type 1 comme moi, je dépends totalement de l'insuline. Mon corps n'en fabrique pas du tout. Donc c'est moi qui me dose. Donc je mange de tout. J'ai fait ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est un cours, en fait, tu l'as fait avec moi, c'est un cours où on apprend justement par différents tests, en faisant des essais, de trouver la quantité d'insuline nécessaire pour couvrir 10 grammes de glucides.
Parce Donc, qu'il y a aussi ça, c'est que cette règle, elle n'est pas universelle, elle n'est pas la même pour tout le monde et pour tous les diabétiques. et même pour moi-même tout seul, elle va varier en fonction du stress, elle va varier en fonction de l'activité, elle va varier en fonction de je ne sais pas quoi, parce que des fois on ne sait pas pourquoi. Ouais, Et l'avantage avec ça, c'est que alors après oui, il faut peser. Je pèse ce que je mange, mais pas pour contrôler la quantité, juste pour savoir après hmm. quelle dose d'insuline je vais devoir Ouais, me parce qu'au faire. final, que tu te manges par exemple 10 frites ou 10 kilos de frites, Frites, ça te change rien, c'est juste toi après qui va doser ton qui insuline va calculer en différemment fonction. de Alors ça. après, oui, après c'est clair que plus on va manger gras, plus la digestion sera lente. En plus, moi j'ai un problème qui s'appelle une gastroparésie qui fait que c'est une atteinte en fait des nerfs de l'estomac qui fait que il travaille au ralenti. Et je digère déjà lentement de base. Donc après, évidemment, plus on va manger gras, plus la digestion sera lente. Donc là, va falloir gérer la manière, enfin le temps sur lequel je vais donner mon insuline Hmm. pour courir ça. Mais encore une fois, moi je le fais d'instinct, je le fais depuis des années. Donc pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est vrai, c'est devenu naturel, quoi. Mais je comprends que vu de l'extérieur, ça doit sembler contraignant de se dire à chaque repas, on sort sa calculatrice, on fait sa petite règle de 3. Mais justement, ça permet une liberté où je peux vraiment, à condition de calculer après mes doses d'insuline, de manger ce que je veux, quand je veux. Puis est-ce que tu as souffert du diabète durant ton enfance, adolescence? Je pense par exemple à l'école, est-ce qu'on se moquait de toi ou est-ce que c'était plutôt facile à vivre? Alors, c'était pas facile à vivre par l'adolescence, parce que on a envie d'être comme tout le monde, on n'a plus envie de se prendre la tête. En plus, à l'époque, j'avais pas de pompe, Hmm. j'étais avec les stylos à insuline. Donc on n'a pas forcément envie de se prendre la tête à se balader avec ça, à se contrôler la glycémie, à calculer. Mais par rapport au regard des autres, j'ai jamais été stigmatisé parce que j'étais diabétique. Ok. J'ai pas pu aller faire les camps de ski avec l'école et tout ça parce que c'était peut-être un peu bon, ma maman voulait pas parce qu'elle elle avait T'es peur une pour maman, moi, mais je pense qu'en même temps pour pour les profs qui sont pas formés formé à à ça, ça, ouais, ça aurait pu être compliqué. Donc j'en ai souffert de ce côté-là, mais pas stigmatisé. J'ai stigmatisé pour d'autres choses, mais pas pour ça. ouais. Et puis au niveau des... Parce qu'il y a plein de complications liées au diabète, c'est pas juste se faire des glycémies, donc la glycémie c'est se prendre une goutte de sang au bout du doigt et puis regarder son taux de sucre. Et se faire des injections, il y a aussi tout un panel de complications qui Complications. peuvent arriver. Après oui, c'est ça, c'est que si on fait pas attention, si on est trop souvent en hyperglycémie, ce qui a été mon cas durant toute l'adolescence et même une petite partie de jeune adulte, le corps en souffre et on peut vite avoir des complications qui arrivent sans crier égard. Et pour parler que de moi, j'ai une rétinopathie, donc c'est une atteinte de la rétine, enfin des capillaires, des petites veines qui tapissent la rétine, qui souffrent de taux de sucre constamment élevé et du coup qui se mettent à saigner. Mm. Donc on est obligé de les cautériser avec un laser. Je dois d'ailleurs en refaire en ce moment du laser. J'ai une cataracte aussi, oui, oui, à mon âge, qui est liée au diabète. Je vous ai parlé de la gastroparésie, Ouais. donc cette atteinte des nerfs de l'estomac. Et j'ai eu ce qu'on appelle un pied de Charcot. J'ai appris récemment que le nom scientifique était neuroarthropathie. Ok. Et là, du coup, c'est vraiment une atteinte de l'os. Moi, en l'occurrence, c'était le pied, mais j'ai appris que ça pouvait toucher d'autres articulations. Vraiment une atteinte de l'os qui devient en quelque sorte comme une arthroporose un peu fulgurante comme ça et qui se microfracture, qui se casse, Donc qui c'est se ça, déforme t'avais le pied qui était complètement des centaines de micro-fractures à peu un près peu sur tous les os. partout. Voilà exactement. Et si c'est pas pris à temps, donc le traitement c'est de mettre un plâtre complètement fermé pendant 1 à 3 mois. Moi je l'ai gardé un peu plus d'1 mois et demi. Donc c'est vraiment ça de ne pas poser le pied par terre. Et Mm. si c'est pas pris à temps ou que le traitement ou qu'on respecte pas le fait de pas marcher dessus, ça peut devenir très moche. Ouais. Et puis justement, tu le sentais pas parce que tu as aussi les Neuropathie. neuropathies. Neuropathie, ouais, c'est une atteinte des nerfs des membres, que ce soit les mains ou les jambes. Et moi, en l'occurrence, c'est les jambes. Et du coup, ouais, j'avais pas mal, malgré toutes ces microfractures.
Puis il y a d'autres complications aussi, ça peut toucher le cœur. Il y a les cardiopathies, donc ça peut toucher le cœur. Il y a les parodontites, ça touche les dents, les troubles érectiles, les reins, Ouais. néphropathie. Après, bah, justement, le fait quand on a des neuropathies, qu'on sent pas, bah, si on fait pas attention, qu'on marche pas toujours avec des chaussures aux pieds, même à la maison avec des pantoufles et autres, on peut marcher sur une punaise, un clou, on le sent pas. Et puis si on fait pas attention à ses pieds, qu'on les surveille pas, bah, ça s'infecte et ça finit par une amputation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois que c'est à peu près tout. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais Des atteintes neurologiques. bah, c'est tous les neuropathies, les Ouais, atteintes neurologie. neurologiques. Donc j'en oublie certainement, mais ça en fait déjà pas mal. Et puis là, bon, tu m'as montré un peu l'évolution au niveau du système, que ce soit passer des ampoules à la seringue, au stylo, aux pompes, l'électroglycémie aussi qui ont Les évolué et qui capteurs. sont maintenant il y a des capteurs aussi qui aident à réduire un peu le nombre de glycémies à faire par jour. Mais est-ce que toi tu te sens confiant sur l'avenir en me disant est-ce qu'un jour on va pouvoir trouver une solution au diabète ou est-ce que c'est encore trop une musique d'avenir et Non, honnêtement, bah, moi qui suis un passionné, un geek de tout ça, qui regarde toutes les infos, qui aime la biologie et tout ça, honnêtement, là, ils sont en train de développer ce qu'ils appellent le pancréas artificiel. Je trouve que c'est un peu un abus de langage. En fait, ils essayent d'automatiser les pompes insuline, qu'elles soient asservies à ces capteurs. Donc les capteurs, comme un petit cheveu qui va se mettre sous la peau et qui va en fait capter le taux de sucre, cette fois pas dans le sang, mais dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel, donc Mhm. le liquide entre les cellules, dans les tissus, et nous donner en fait une valeur de glycémie en continu, et ils veulent asservir les pompes à ces valeurs-là pour qu'elles s'autogèrent et qu'elles auto-administrent de l'insuline et même du glucagon, une fois qu'il y aura un glucagon stable, parce que le glucagon ne peut pas se conserver à l'état liquide. On peut expliquer ce que c'est le glucagon, parce qu'on sait que donc l'insuline, c'est l'hormone qui aide à faire descendre le taux de sucre, et le glucagon, du coup, Bah, c'est l'antagoniste, c'est l'hormone qui va faire monter, pour prendre un raccourci, qui fait monter le taux de sucre. ouais. Et du coup, bah, en tant que diabétique, on est censé en avoir tout le temps avec nous en cas de coma. Si le taux de sucre descend vraiment trop bas, à un seuil dangereux, bah, on perd connaissance. Et ça déjà arrivé, ça, de... Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, ouais. Ok. Et du coup, bah, faut injecter ce glucagon, mais qui est conservé sous. Il y a une partie solide, donc comme une poudre, et une partie liquide. Et il faut mélanger les deux juste avant l'utilisation, parce qu'autrement, il se conserve vraiment pas longtemps. Et l'enjeu, enfin le challenge, c'est justement de développer une formule liquide qui se conserve longtemps à température ambiante pour pouvoir les mettre dans ces pompes, dans ces pancréas artificiels. Et donc, du coup, comme on aura ces deux hormones dedans, bah, c'est qu'en fonction des valeurs du capteur, elle donne soit de l'insuline ou du glucagon Hmm. pour essayer un peu de mimer le pancréas. Mais ça, pour moi, les capteurs, ils sont pas toujours fiables. Des fois, ils peuvent se planter. Des fois, ils sont à côté de la plaque. Donc voilà. Vraiment, c'est le pancréas bio-artificiel qui, pour moi, est presque une guérison finalement. Là encore, en fait, c'est une poche, comment on va dire, une espèce de poche qui laisserait sortir l'insuline, entrer l'oxygène, entrer le sucre, mais pas entrer les cellules du système immunitaire pour Hmm. pas qu'il y ait de nouveau une attaque comme il y a eu sur le pancréas au départ. Et là, ce serait vraiment des cellules bêta, des cellules qui fabriquent l'insuline naturellement, qui seraient mises là-dedans et qui fonctionneraient normalement, donc comme votre pancréas à vous tous. Donc là, on parlerait de guérison, puis je pense peut-être une dizaine, quinzaine d'années au grand maximum, je sais pas. Donc oui, je suis vraiment confiant sur que ce soit la voie biologique ou la voie technologique, clairement. Hmm. Et puis là, si tu pouvais parler aux diabétiques qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire parce que je sais que des fois, c'est pas une maladie facile à vivre tous les jours et que on a vite tendance des fois à avoir des petits coups de déprime ou des petits coups de mou. Alors, je sais pas si t'aurais Mais quelque j'aurais chose à surtout leur... envie de m'adresser aux jeunes, aux plus jeunes, donc surtout les ados, les enfants. Je sais que cette période-là, elle est difficile quand on est ado. On se croit invincible, on sait que les complications, ça nous arrivera pas, ou ça arrivera plus tard, quand on aura le temps de gérer. Mais finalement, ça arrive sans crier gare, plutôt qu'on le croit. Par exemple, toi, tes premières complications, elles sont apparues à quel âge?
J'avais 30 ans en 2010. Ok. C'est là que je me suis repris en main, quoi. C'est un peu comme si mon corps m'avait envoyé un signal en me disant Bah, c'était ça en fait, t'as commencé à avoir des complications parce que justement t'étais dans une période où t'étais un peu dans un laisser-aller. complètement, complètement toute l'adolescence et puis comme je disais avant, même le début de jeune adulte, quoi. Donc de 20 à 30 ans encore, je me prenais pas en main, quoi. J'avais pas envie de faire les. Enfin, je mettais la lente pour entre guillemets couvrir un peu. Quand j'étais vraiment très haut, je me faisais une petite dose de rapide, mais ridicule, quoi, Ouais. qu'il aurait fallu 3 ou 4 fois plus pour compenser. Et ouais, donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu toutes ces complications. Et puis est-ce que t'es quand même heureux malgré le diabète? Oui, Oui. oui, Bon, bah merci beaucoup. de rien, avec plaisir. Et si vous avez des questions à poser à Sofiane, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lui transmettrai les questions. Et puis je vous mettrai ici ou ici, je sais pas encore quel côté, le lien de sa chaîne si la technologie et le diabète vous intéressent. Il a une chaîne dédiée justement aux technologies liées au diabète et puis il parle un peu de tout. Puis on te retrouve sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram depuis peu, on te retrouve un peu partout. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En tout cas, mille merci. Avec plaisir. Et puis sur ce, bah, je vous dis à tout bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao.